Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire consacré aux axes de tension de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Welcome iedereen. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Marie Navarre. Je travaille pour le programme Annoncer la couleur. Avec nos homologues néerlandophones Kreut, nous formons le programme d'éducation à la citoyenneté mondiale de l'Agence belge de développement Enabel. Et avant de passer la parole à nos intervenants, je voulais aussi vous rassurer, vous informer quant au fait que, d'une part, cette présentation est enregistrée. L'enregistrement se retrouvera d'ici quelques jours, quelques heures peut-être, sur notre site respectif, donc sur le blog d'Annoncer la couleur qui s'intitule wikicm.be et sur le site de Kreut, donc wezenkreut.be. Vous retrouverez également, bien évidemment, le magazine qui est donc sur le même sujet, évidemment, que notre webinaire d'aujourd'hui, qui porte sur les tensions de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Voilà, ce magazine que vous avez sans doute déjà reçu par email il y a quelques jours, et voilà, que vous pourrez encore télécharger, bien sûr, par la suite via nos sites web respectifs. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions d'ordre pratique, je vais consulter le chat tout de suite, mais je propose alors d'ores et déjà de passer la parole à Kevin Goris, qui est expert en éducation à la citoyenneté mondiale pour la partie néerlandophone du programme, à savoir Kreut. Dank u wel, Marie, ook van mijn kant. Merci Marie, aussi de mon côté, je vous souhaite bon après-midi. Je m'appelle Kevin Goris, je travaille pour Kreut, donc le pilier flamand, ensemble avec Annoncer la couleur, c'est notre pilier francophone. Et donc, on essaye vraiment de renforcer le rôle de l'éducation à la citoyenneté mondiale dans le monde de l'enseignement. Et ces derniers temps, nous avons vraiment fait des avancées. Et donc maintenant, au début de 2021, c'est en fait la première édition de notre magazine trilingue qui sera donc publié régulièrement. Et donc, première version était donc axe de tension. Nous, on aimerait bien être une sorte de hub, un intermédiaire entre les discussions académiques sur l'éducation de la citoyenneté mondiale d'un côté et la pratique quotidienne de l'autre côté. On pense que ce positionnement peut être une valeur rajoutée pour l'éducation de la citoyenneté mondiale. On constate en fait qu'il y a un fossé entre ces deux mondes. Il y a donc de la théorie très intéressante, le débat académique, mais il faut qu'ils trouvent le chemin vers le terrain. Sur le terrain, il y a beaucoup de questions. Ils veulent avoir des idées, des nouveautés pour donc lancer cette pratique, pour enrichir la pratique. Mais bon, celui qui travaille dans la pratique ne peut pas toujours regarder tout ce qui se passe au niveau académique. Et donc, c'est pour ça qu'on est là. Avec la première version de notre magazine, on veut donc faire le pont entre ces deux mondes. On commence donc à partir de certains axes de tension qui ont à voir avec l'éducation à la citoyenneté mondiale et on essaye de voir ce que ça pourrait signifier dans la pratique. On a fait nous-mêmes, mais on a fait appel aussi à certains experts. Avec donc ce magazine, nous voulons faire le pont entre le débat académique d'un côté et la pratique de l'éducation de la citoyenneté mondiale. On a commencé à identifier certains axes de tension, des discussions théoriques et on a demandé à certains experts de parler de ces axes de tension. Et donc, nous avons pu contacter 4 experts et donc chacun a regardé un champ de tension et 2 de ces experts sont ici avec nous aujourd'hui et vont donc donner une présentation détaillée de leur champ d'action. Et donc, Cécile, j'aimerais bien vous passer la parole pour présenter ces 2 experts. Oui, merci Kevin.
Voilà, donc on va écouter aujourd'hui, c'était annoncé dans l'invitation, d'abord Catherine Van Poek, qui est docteur en sciences de l'éducation et professeure associée au Centre pour le développement durable à l'Université de Gand, où elle a initié et coordonné la ligne de recherche sur l'éducation au développement durable, et ses recherches actuellement portent sur le rôle de l'éducation dans la recherche d'un monde plus durable. Et aujourd'hui, elle va nous partager des réflexions sur la question de la finalité de l'éducation, c'est-à-dire à quoi sert en fait l'école, et est-ce que c'est légitime d'amener dans le sein de l'école des questions qui sont en fait des questions sociétales, et en plus des questions qui sont celles finalement de la génération qui précède les enfants qui sont aujourd'hui à l'école. Et ensuite, on aura le professeur Gauthier Pirotte, qui est docteur en sociologie, professeur en socio-anthropologie du développement à l'Université de Liège, dont les recherches portent sur la coopération en développement, la solidarité internationale et les organisations sociales, qui nous parlera, lui, du passage de l'éducation au développement à l'éducation à la citoyenneté mondiale. Et la question qu'il pose, c'est est-ce que c'est juste un simple changement de terminologie ou est-ce que ça signale un passage d'un paradigme à un autre? Et si oui, comment les praticiens peuvent-ils faire face à ce changement? Alors, on est très reconnaissant à Catherine et à Gauthier d'être là aujourd'hui. Je vais donner la parole à Catherine et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Il y aura une session questions-réponses qui sera consacrée à la fin de l'intervention de Catherine et de Gauthier. So, Catherine, the floor is yours. Dank u wel aan de mensen van Kruid en aan ons Stella Couleur voor de... Merci de cette possibilité de pouvoir participer à ce webinaire. Donc, merci les organisateurs. Je vais allumer ma caméra. Je vais aussi essayer de partager mon écran. Mais si jamais ma connexion Internet n'est pas de bonne qualité, qu'il y ait des problèmes de son, eh bien, faites-moi signe. Je devrais alors éteindre ma caméra pour que le son est mieux. Vous m'entendez quand même, hein? Pas de réaction, donc je pense bien que vous m'entendez. Alors, l'enseignement comme instrument de changement sociétal ou un objectif en tant que tel. Et donc, voilà, c'est le premier axe de tension dont j'aimerais bien vous parler. Et puis, on doit aller plus loin que la dichotomie. Donc, je vais revenir là-dessus par après. Alors, j'ai écrit mon article ensemble avec Eva Roeland, qui travaille aussi au Centre pour le développement durable, et j'aimerais bien vous parler de ce que nous sommes en train de faire pour l'instant. Eh bien, aujourd'hui, nous avons affaire avec des grands problèmes sociétaux, la soupe de plastique, changement climatologique, les réfugiés, beaucoup de événements importants, mais la qualité de son est très mauvaise. Et donc, on a vu que les jeunes s'occupent de ces problèmes aussi. Et donc, on voit que l'éducation de la citoyenneté mondiale, eh bien qu'il y a de la littérature économique là-dessus et qu'on essaye d'intégrer cela dans le monde de l'enseignement, dans la pratique, dans les cours et donc à l'école, on essaye quand même de s'occuper de cette éducation mondiale. Et donc les jeunes, aujourd'hui, on l'a vu quand même très clairement que les jeunes ont fait la grève pour le climat ces derniers temps parce que les jeunes ne voient plus l'utilité pour aller à l'école si ces grands défis sociétals ne sont pas gérés parce que c'est eux qui vont souffrir de tout cela. Donc, il y a un grand consensus dans le monde de l'enseignement qui doivent s'en occuper. Mais comment ils doivent s'en occuper, là, il n'y a pas de consensus. Et donc, c'est pour cela que j'aimerais bien parler de ce thème-là. Alors, champ de tension ou axe de tension, eh bien, je pense que c'est bien illustré par ces deux titres de publication. Première publication, c'est de l'UNESCO. Ils ont dit, voilà, le développement durable commence avec l'éducation. De l'autre côté de cet axe de tension, on trouve un texte qui a été écrit il y a 20 ans plus tôt. Pourquoi je ne veux pas que mes enfants soient éduqués pour le développement durable? On pourrait dire,
Bon, ce texte a été écrit 20 ans auparavant, peut-être elle a changé d'avis entre-temps, mais je peux vous dire qu'entre-temps, il a déjà répété cet article. Il a dit pourquoi je ne veux pas que mes petits-enfants soient éduqués pour le développement durable. Et donc, voilà, il n'a pas changé d'avis. Et donc, je pense bien sûr que l'éducation est important, mais de l'autre côté, on voit que d'autres voix disent que l'éducation n'est pas là pour promouvoir le développement durable. Et donc, cette tension, cette dichotomie est là, et j'aimerais bien essayer de la nuancer et de trouver un terrain plus fertile, je dirais, entre ces deux positions. Mais tout d'abord, peut-être vous parler de ces deux positions différentes. Donc, première position où l'éducation est considérée comme un moyen pour résoudre tous les problèmes. Les Nations unies ont le programme mondial de l'éducation des droits humains et disent, voilà, l'enseignement est essentiel pour la réalisation des droits humains, des libertés fondamentales et peut augmenter la participation et les processus démocratiques. Et donc, c'est énorme hein, comme défi. L'enseignement peut promouvoir l'égalité, éviter les conflits, arrêter les violations des droits humains. Et donc, bon, le monde de l'enseignement a quand même beaucoup sur ses épaules s'ils doivent réaliser tout cela. Aussi, au niveau du développement durable, en 2015, les Nations unies ont lancé ces objectifs et donc cet agenda 2030 a comme objectif de faire des pas nécessaires pour changer les choses et pour que le monde devienne plus durable et plus résilient. Et là aussi, il donne un rôle très important à l'éducation. L'éducation est un des objectifs avec un objectif bien précis, l'objectif 4.7, pour faire de sorte que tout le monde acquiert la connaissance et les compétences pour contribuer à un style de vie plus durable, les droits humains, l'égalité du genre, la paix et la citoyenneté mondiale. Donc, rien que dans l'objectif de l'éducation de qualité, on parle déjà de tout cela. Donc, l'éducation, l'école est vraiment essentielle pour réaliser tous ces autres objectifs. Et donc, on voit cela aussi dans des recherches qui ont été établies pour savoir ce qui fonctionne, ce qui marche pour que les élèves apprennent ces connaissances, ces aptitudes, ces compétences pour vraiment arriver à une société plus saine, plus honnête et plus durable. Et donc, on le voit aussi dans la pratique de l'éducation. Bon, je dirais que c'est une approche plutôt normative et donc les élèves et les étudiants doivent acquérir les compétences nécessaires pour qu'ils reflètent donc les points de vue voulus et les valeurs souhaitées. Et donc là, on doit se poser des questions. Est-ce que l'éducation est un objectif en soi? Sharon Todd a publié un article sur cette éducation durable. Elle a dit le vrai défi est en fait de commencer à réfléchir d'une autre manière sur l'éducation et que ce E de l'éducation pour le développement durable ne doit pas seulement gérer toutes les ambitions et tous les objectifs. Et de l'autre côté, nous avons donc Jacqueline dans son texte de 94 où on dit l'éducation ou l'enseignement doit faire de sorte que tout le monde commence à réfléchir elle-même, que chaque personne doit apprendre à réfléchir pour soi-même et que c'est ça en fait l'objectif de l'éducation. Il faut que tout le monde commence à réfléchir de façon indépendante. À
l'Université de Leuven, Jan Maskelen et Maarten Simons ont lancé des recherches aussi pour voir quelles pourraient donc être des solutions éducatives. Donc, qu'est-ce que les écoles peuvent faire? Et donc là, on essaye vraiment d'instrumentaliser les élèves, les écoles, et ainsi ils deviennent des objets, des ambitions, des objectifs qui sont déterminés d'eux-mêmes, et donc ils ne peuvent pas réaliser leurs propres objectifs, leurs propres attentes. Et donc leur article est très important, et comme le titre l'indique, ils essayent donc de défendre l'école pour qu'une école soit vraiment une école, rien d'autre, très spécifique, comme le mot ancien grec, schole, veut dire école, mais aussi loisir. Et donc, le temps que les enfants passent à l'école doit être un temps libre pour étudier, pour jouer, pour apprendre même, et donc pas pour réaliser des ambitions de la société, du gouvernement, du marché travail. Ce n'est pas ça, ou ce n'est pas la raison pour laquelle on a besoin de l'enseignement. Ils disent qu'aujourd'hui, on fait de l'école une place où on essaye de résoudre les problèmes sociétals. Et donc, c'est vraiment un symptôme d'une génération plus ancienne qui était irresponsable et qui met maintenant toute cette charge de travail, tous ces problèmes qu'ils n'ont pas pu résoudre eux-mêmes, eh bien, ils vont mettre tout cela sur le dos d'une génération plus jeune. Et donc, dans tout ce débat, il y a beaucoup de nuances, bien sûr. Les collègues de l'Université de Leuven, par exemple, disent qu'il faut bien sûr prêter de l'attention à ces défis sociétaux, mais donc ils veulent quand même nuancer cela. Et donc, je pense que cela a aussi à voir avec cette traduction des débats académiques. Eh bien, cette traduction vers la pratique ne fonctionne pas toujours très bien, et très souvent, c'est traduit dans une discussion où on essaye vraiment d'avoir une approche normative de l'enseignement, et puis l'autre côté, donc une manière beaucoup plus pluraliste de l'autre côté. Bon, je ne sais pas ce qui se passe avec mes transparents, mais ils sautent tout le temps. Bon, là, vous voyez ce transparent. Moi, j'ai utilisé ce transparent auparavant quand j'ai travaillé pour le gouvernement flamand. J'ai très longtemps réfléchi là-dessus. Est-ce que l'éducation doit être normative ou pluraliste? Est-ce que ces deux choses sont vraiment contradictoires ou non? Et donc, je pense que beaucoup de gens se posent ces questions, surtout les gens dans le monde de l'enseignement. Et c'est normal qu'on a dur avec cette approche. Est-ce que ça doit être normatif ou pluraliste? En fait, nous avons tous deux soucis, je pense. Les soucis qui sont à la base de ces deux approches, et ce sont des approches légitimes, je dirais. Avec cette première position, là, on sait bien sûr que c'est urgent. Nous devons résoudre ces problèmes mondiaux. Est-ce que l'école peut jouer un rôle là-dedans? Et dans la deuxième position, on dit, bon, qu'est-ce qui se passe avec la démocratie, la liberté, le pluralisme? Si on essaye vraiment d'instrumentaliser l'école, ça pose quand même problème démocratique. Et donc, je pense que ces deux soucis sont tout à fait légitimes. Et donc, Eva et moi, on écrit cet article et on s'est dit, il faut aller en fait plus loin. Il faut oublier ces soucis contradictoires. Il faut aller vers une pratique qui offre d'un côté la possibilité des élèves pour bien comprendre tous ces défis, mais qu'ils puissent le faire d'une manière libre, qu'ils ne sont pas instrumentalisés pour réaliser des objectifs d'autres
acteurs dans la société. Et donc, je pense qu'il faut vraiment demander aussi aux élèves quelles sont les solutions. Je pense que ça donne des possibilités d'éducation énormes, de vraiment impliquer les élèves. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités de demander aux élèves qu'est-ce que vous en pensez. On peut même leur offrir des compétences pratiques. Très souvent, on ne regarde pas le côté pratique avec la connaissance. Bon, il ne faut pas seulement connaître les causes et les conséquences d'un problème, mais il faut aussi savoir comment on pourrait résoudre tout cela, quelles sont les stratégies pour résoudre tous ces problèmes. Et de l'autre côté, je pense qu'il faut, il faut aussi rendre les élèves un acteur actif. Ils doivent être un moteur dans la recherche des solutions. Ce qui est très important aussi, c'est que les jeunes d'aujourd'hui s'occupent quand même de ce genre de problèmes, hein. Le racisme, l'inégalité des genres, le climat, etc. Les gens ou les jeunes se posent beaucoup de questions à ce niveau-là et donc il faut travailler sur ces thèmes et il faut laisser l'opportunité aux élèves d'arriver avec des solutions créatives, des solutions innovatrices et donc vraiment parler de ces problèmes sociétaux. Et donc, je pense que si on va le faire, on sait bien sûr que les gens vont avoir des idées contradictoires, et bien comment gérer tout cela, comment gérer ces attitudes différentes. Je pense que c'est le défi le plus important. Et puis finalement, je pense que les étudiants et les élèves doivent avoir l'opportunité de vérifier les théories dans la pratique et de regarder les idées et de comparer ces idées à la réalité. On peut avoir des chouettes idées, on peut avoir un débat dans la classe, mais il faut essayer d'intégrer cela dans la réalité. Mais donc, il y a un potentiel énorme et je pense que ce potentiel n'est pas toujours réalisé. Si on veut réaliser ce potentiel, on a vraiment besoin d'un vrai travail didactique. Et nous avons écrit un article là-dessus. J'ai mis la photo du livre de John Dewey. On s'est inspiré de ce livre. Bon, je ne dis pas que notre article est au même niveau que ce livre, mais on a tout simplement basé notre article sur ce livre. Et donc, il parle donc du travail didactique. Il dit qu'il faut organiser l'éducation pour que l'éducation devienne en fait la recherche d'une solution, une étude de la solution. Ça veut dire que les réponses ne sont pas connues, ni par les profs, ni par les élèves. Et donc, ça veut dire qu'il faut aller à la recherche des réponses de manière créative. Et donc, ça veut dire que les idées ne sont pas des vérités. Ce sont des hypothèses qu'il faut tester, qu'il faut éventuellement revoir, qu'il faut étudier. Et donc, qu'on a vraiment besoin d'une observation précise et qu'on a besoin de beaucoup d'informations avant qu'on se fait une opinion, il faut étudier. Il faut avoir assez de connaissances, il faut savoir ce qui se passe exactement. Et sur base de toutes ces informations, vous pouvez juger, vous pouvez donc arriver à une vraie réflexion. Certains de ces aspects sont écrits aussi dans ce livre qui a été publié il y a 1 an. Et avec ce genre d'idées, avec ce genre de travail didactique, bon voilà, on travaille ensemble avec des partenaires internationaux dans des projets différents et on utilise la méthodologie LORET, Locally Relevant Teaching. Et donc, on va regarder quels sont les problèmes locaux et on prend ces problèmes locaux comme base pour l'éducation. Et donc, on organise des ateliers Lorette où on va donc commencer à parler et puis on se revoit à 3 fois. Et donc, à chaque fois, on prépare bien sûr la mission de chaque atelier. Et cette méthodologie Lorette
est en fait d'amener les élèves dans le cycle de résoudre les problèmes. Donc, on essaye vraiment de donner des possibilités d'étudier un problème, de lancer eux-mêmes des solutions, d'essayer d'exécuter ces solutions et de voir si bel et bien c'était des solutions et d'évaluer tout ce processus. Et donc, ils vont établir un plan Lorette où ils vont donc regarder ce qui est important dans chaque étape. Donc, d'abord, reconnaître le problème, réfléchir à des solutions possibles, exécuter ces solutions. Et il y a des écoles qui réfléchissent là-dessus en Flandre sur, par exemple, l'électricité, la nourriture. Et donc, bientôt, ils vont commencer à travailler avec ce plan Lorette. Bon, ils nous ont demandé aussi de poser 2 questions pour vraiment aller au-delà de cette contradiction. Première question est, est-ce que nous devons vraiment définir des objectifs et des résultats pour l'éducation à la citoyenneté mondiale? Si oui, lesquels? Et devons-nous organiser l'éducation comme une recherche authentique sur des problèmes mondiaux? La première question, donc, c'est parce qu'on voit beaucoup de profs qui se posent la question, est-ce que l'éducation ne doit pas avoir un résultat ouvert, pas défini. Mais on pourrait se poser la question, parfois les gens disent, bon, il n'y a pas un vrai objectif, l'objectif reste ouvert. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'éducation, d'une manière ou d'une autre, doit être ciblée? Est-ce qu'on peut donner cours sans avoir un objectif? Quel est le but pour les élèves de venir à l'école si l'éducation n'a pas de but en soi? Et donc, c'est pour cela qu'on doit se poser la question, d'accord, si on a besoin des objectifs, quels objectifs sont souhaitables et quels objectifs sont justifiés d'un point de vue démocratique ou pédagogique? Donc, on veut bien sûr offrir des aptitudes aux élèves pour réduire des déchets. Ça, pourrait être un objectif. De l'autre côté, on pourrait dire, bon, on veut que les élèves développent aussi une attitude personnelle sur comment ce monde peut devenir plus juste et plus équilibré. Alors, quand on regarde donc les 2 soucis dont je vous ai parlé, donc faire de sorte que les gens ont plus d'empathie pour les personnes qui sont discriminées, qui soient capables de réfléchir sur l'impact du genre, etc. Donc, voilà, comment on définit les objectifs est très important. Et si on dit non, l'éducation doit être une recherche authentique vers des solutions, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on sait déjà d'avance ce que les élèves doivent apprendre. Et donc là, c'est en fait une recherche, une fausse recherche. Ce n'est pas une vraie recherche. Les élèves doivent arriver à des solutions prédéfinies. Si maintenant on va parler des recherches authentiques, eh bien, on ne sait pas où on va arriver. Même le prof ne le sait pas. Et donc, je pense que le défi didactique à ce niveau-là, c'est de trouver les problèmes qui correspondent à cette manière de travailler. Tout à l'heure, je vous ai montré le livre. Là, on parle donc du didactical carving. Eh bien, on n'a pas encore de traduction bien précise, mais en fait, ils disent qu'il faut bien sélectionner les problèmes sociétaux et il faut les traduire vers des problèmes d'éducation qui sont d'un côté gérables pour les élèves et qui rendent aussi cette recherche authentique possible. Nous avons développé 2 échelles, 2 instruments qu'on utilise aussi dans les projets Lorette. Donc, le problème doit être gérable. Hein. Les élèves doivent avoir la capacité intellectuelle pour bien comprendre le problème, pour pouvoir étudier cela, mais il faut aussi que ce soit un problème accessible. Il faut qu'il y ait des informations
et que les élèves puissent aussi influencer les décisions à prendre. Ça peut être une influence directe, mais aussi indirecte, par exemple par un travail de lobbying, des pétitions, etc. Et bien sûr, dans un contexte d'école, c'est très important que ces résultats sont visibles à relativement court terme, donc avant qu'ils obtiennent leur diplôme. Et donc, si je pense qu'une recherche authentique, ça veut dire que le prof aussi doit participer dans cette recherche. Ils vont essayer de trouver différentes manières de résoudre le problème. Ils vont comparer les différentes solutions possibles et peut-être ils vont arriver à une seule solution. Peut-être ils vont arriver à plusieurs solutions ou peut-être ils ont déjà trouvé une solution autre part, mais que à cause du contexte local, la solution diffère quand même des solutions déjà trouvées autre part. Donc, on ne peut pas faire du copier-coller. Et donc, quand les élèves commencent ce processus, il faut qu'ils aient donc la liberté de lancer cette recherche didactique. Donc, voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Catherine, pour cette présentation intéressante. J'espère que vous avez déjà donné beaucoup d'idées et donc maintenant, on va passer la parole à notre deuxième orateur. Gauthier, je vous passe la parole. Oui, bonjour, j'espère que vous voyez l'écran. Vous m'entendez? On t'entend, Gauthier. Ok. Et vous voyez bien mon écran alors? On voit ton écran. Ok, parfait. Très bien. Voilà, bien, ben merci. Bonjour à toutes et à tous et merci. Je vais mettre ma caméra comme ça, vous me voyez en plus, c'est merveilleux. Merci aux organisatrices et aux organisateurs de ce webinaire pour leur invitation. Mon exposé très court va porter sur ce glissement de l'éducation au développement vers l'éducation à la citoyenneté mondiale, un glissement qui s'opère progressivement au sein de la coopération internationale depuis le tournant du millénaire et qui connaît un gros coup d'accélérateur au cours de ces 10 dernières années, jusqu'à aujourd'hui et l'adoption d'une future note stratégique en éducation à la citoyenneté mondiale par la coopération belge, en lieu et place de cette note stratégique en éducation au développement qui date déjà de 2012. C'est donc d'un glissement qui peut et qui va très certainement paraître tout à fait évident pour la plupart d'entre nous qui participons à ce webinaire dont il va être question. Une évidence parce que d'abord le monde a changé, que nous sommes désormais dans un monde globalisé, interconnecté, et qu'il s'agit d'adapter donc nos concepts, nos outils d'analyse, nos outils de sensibilisation aux causes internationales à ce monde globalisé. Ensuite, parce que c'est évident, parce que c'est l'occasion rêvée aussi, ce glissement de l'ED vers l'ECM, pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de cette notion de développement et de toutes ces casseroles qui vont avec, son universalisme qui masque difficilement une vision occidentalo-centrée, le paternalisme sous-jacent qui accompagne le développement et ainsi de suite. Je vais donc m'attaquer à cette évidence de ce glissement si naturel de l'ED vers l'ECM en montrant finalement que ce glissement n'est pas si évident et que passer de l'un à l'autre va nécessiter de toute façon d'appréhender une série de défis. J'en ai identifié 3. Il pourrait y en avoir d'autres. Excuse-moi, voilà. Gauthier, je vais t'interrompre 2 secondes. Tu n'es pas en mode présentation, en fait. Si tu pouvais mettre en mode diaporama. Le partage. Voilà, maintenant, je pense que je le suis complètement. Ouais, parfait. Parfait. Alors, ce n'est pas grave. Le plan de l'exposé, 3 points, en fait. Je vais d'abord rappeler la double dynamique historique
à la fois par le haut et par le bas. Par le haut, c'est-à-dire une dynamique institutionnelle, et par le bas via la société civile, qui ont favorisé l'avènement de cette éducation à la citoyenneté mondiale, en restituant ensuite cette dynamique dans le contexte belge. Et puis ensuite, j'aborderai ces fameux 3 défis à relever pour passer harmonieusement, plus harmonieusement, de l'ED vers l'ECM. Alors, en Belgique, en matière d'éducation à la citoyenneté mondiale, on peut avoir l'impression que les associations impliquées dans le monde de la coopération internationale, en d'autres mots, les ONG, partent avec une longueur d'avance certaine, tant elles ont développé, incarné, animé le secteur de l'éducation au développement depuis plus d'un demi-siècle. Mais l'ECM, c'est bien plus que de l'éducation au développement, puisque derrière l'éducation à la citoyenneté mondiale se regroupe tout un ensemble d'éducations dites transformatrices portant sur des objets qui ont pour fil rouge finalement comme point commun de porter sur des causes à prétention planétaire, la paix, l'environnement, les relations interculturelles, les relations hommes-femmes et dont aussi en plus le développement. L'idée qu'il existe des problèmes internationaux qui nécessitent la mise en place d'activités, d'éducation, de sensibilisation, d'interpellation, exprimant donc une solidarité internationale, ces idées ne sont pas neuves. Sans remonter très loin dans l'histoire, on peut dire que depuis la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle, les exemples d'initiatives solidaires portées d'ailleurs essentiellement par la bonne bourgeoisie du XIXe siècle se sont multipliés dans le sens d'une solidarité internationale, qui pour bannir l'esclavage, qui pour défendre la paix et réduire les conflits, pour améliorer le sort des soldats sur les champs de bataille, comme sauver les naufragés en pleine mer, ou encore diffuser les idées progressistes du siècle des Lumières. Et puis, plus près de nous encore, la notion même de citoyenneté mondiale va susciter, on l'a un peu oublié, mais l'adhésion de milliers d'individus. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, je fais référence notamment à l'histoire mythique de Gary Davis, cet ancien pilote de l'US Air Force, qui, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, en allant rendre son passeport américain à l'ambassade de France à Paris, se déclara le premier citoyen du monde. Puis il fera sensation et éruption lors d'une séance de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tenait exceptionnellement au Palais de Chaillot en novembre 1948, pour y lire ce qu'on appellera la déclaration d'Oran, en référence en fait à la ville d'origine de l'un de ses rédacteurs qui était Albert Camus, pour défendre l'idée d'un gouvernement du monde qui défendrait les intérêts des citoyens du monde. Ce moment Davis sera relayé à l'époque par la mise en place d'un réseau des villes mondialisées où les habitants pouvaient se voir décerner une carte d'identité de citoyens du monde. Le mouvement vivote, n'existe plus vraiment, mais il reste des traces, et notamment si vous passez vos vacances comme moi à Vallon-Pont d'Arc, en Ardèche, vous retrouverez un monument dédié à la gloire des citoyens du monde et des villes mondialisées. Je ferme la parenthèse personnelle. Durant la guerre froide, les mobilisations collectives, les stratégies de sensibilisation à différentes causes planétaires se sont poursuivies, évidemment, et ont souvent été relayées par les ONG. On voit donc qu'il y a une dimension associative et populaire à l'éducation à la citoyenneté mondiale, une voie par le bas, mais on voit que cette voie elle est déjà assez éclatée entre différents secteurs d'activité, entre différentes causes soutenues par les acteurs et différents types d'acteurs qui les composent, par les pédagogies, par les publics visés et les pouvoirs publics censés régulariser ou réguler plutôt que régulariser ces différents secteurs. Et puis à côté de cette mouvance par le bas, il y a une dynamique aussi par le haut. Cette approche par le haut, qui est une approche élaborée par les institutions supra-étatiques comme les Nations Unies, l'UNESCO, le Conseil de l'Europe et son institut Nord-Sud, ces institutions qui vont en fait imposer cette étiquette d'éducation à la citoyenneté mondiale et tenter de regrouper sous cette étiquette
un ensemble hétéroclite d'éducation transformatrice. C'est d'ailleurs ce qu'indique clairement la déclaration de Maastricht de l'Institut Nord-Sud du Conseil de l'Europe, qui définit l'éducation à la citoyenneté mondiale en 2002 comme une éducation qui recouvre l'éducation au développement, mais aussi l'éducation aux droits humains, à la durabilité, à la paix et prévention des conflits, ou encore à l'éducation interculturelle. Alors, les racines de cet investissement institutionnel pour l'éducation à la citoyenneté mondiale sont présentes déjà durant la guerre froide, et je fais référence ici, par exemple, aux recommandations de l'UNESCO de novembre 1974 sur l'éducation à la compréhension, la coopération et la paix internationale, sur l'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Mais c'est surtout depuis le tournant du millénaire que le processus s'accélère avec la multiplication de tentatives de définition, de limitation du champ de l'éducation à la citoyenneté mondiale par les institutions que je viens de citer, l'ONU, l'UNESCO, le Conseil de l'Europe, avec finalement comme aboutissement cette consécration, Catherine vient d'en parler, au sein des 17 objectifs du développement durable en 2015. Le CM devient à la fois un objectif à atteindre, l'objectif 4.7, mais c'est aussi un instrument devant favoriser l'atteinte des autres objectifs du développement durable, comme le rapportaient encore les Nations Unies dans leur rapport sur le développement durable en 2019. Alors, en Belgique, en fait, on a suivi cette double dynamique, à la fois populaire et institutionnelle. Par le bas, le pacifisme, les relations nord-sud, les problèmes environnementaux et climatiques, les relations interculturelles vont donner naissance à de multiples organisations et initiatives de sensibilisation qui vont se professionnaliser aussi, certaines d'entre elles, s'intégrer dans différents processus de régulation par les pouvoirs publics, en suivant d'ailleurs le processus de construction de l'État fédéral belge, pour les ONG, en partie dans le financement du volet nord de la DGD, pour les autres dans le champ globalement de l'éducation permanente. Alors, par le haut aussi, apparaît et on est bien placé ici dans le cadre de ce webinaire pour en parler, apparaît dès 1997 le programme fédéral annoncé la couleur et Kreut, à l'initiative du secrétaire d'État à la coopération à l'époque, Réginald Morel. Dans les années 2010, les ONG, elles, opèrent un véritable aggiornamento de leur éducation au développement. Alors, poussé par ce mouvement par le haut, mais aussi par la dénonciation du caractère désuet et pesant de l'éducation au développement, cette notion de développement, et aussi par des opportunités qu'offrent les changements en cours au sein du secteur de l'enseignement, qui ouvre davantage ses portes aux interventions plus franches encore des ONG dans le cadre des cours de citoyenneté, par exemple. Et donc, témoin de cet aggiornamento, est évidemment l'adoption du nouveau référentiel en éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire en 2016. L'ECM semble donc s'imposer, surtout dans le domaine de la coopération internationale, où les dynamiques populaires incarnées par les ONG et les dynamiques institutionnelles semblent davantage se rejoindre. Ceci dit, deux questions déjà. Ces dynamiques populaires sont loin de se résumer aux seules ONG reconnues par les pouvoirs publics, d'autant qu'avec le processus d'accréditation qu'on a connu ces dernières années, eh bien, elles sont moins nombreuses. Donc, il faut faire de la place aussi à ce que j'appellerais les IPSI, les Initiatives populaires de solidarité internationale. L'histoire récente voit, et Catherine l'a rappelé aussi, l'émergence dans l'espace public de coalitions, de groupements de citoyens, parfois de jeunes citoyens, qui visent à interpeller les pouvoirs publics et le grand public autour d'enjeux planétaires comme les migrations et le climat. Et d'autre part, on peut s'interroger aussi sur l'impact de ce glissement à de l'éducation au développement vers l'éducation à la citoyenneté mondiale pour les autres composantes de l'ECM, les autres éducations transformatrices. Participent-elles du même processus? Voient-elles ce glissement s'opérer de la même façon? Se reconnaissent-elles dans l'éducation à la citoyenneté mondiale? Alors, tout ça m'amène finalement à nos trois défis. Le premier défi, c'est le fait que l'éducation à la citoyenneté mondiale s'adosse à un paradigme. Alors, un paradigme, c'est une manière de comprendre le monde et de le lire, de comprendre les relations entre les différentes composantes du monde qui nous entoure. Ce paradigme de l'éducation à la citoyenneté mondiale, c'est celui de l'interdépendance. Alors, pour la petite histoire, ce paradigme de l'interdépendance, il apparaît dans le champ académique
dans l'analyse des relations internationales dans les années 70 en réaction à une lecture marxiste dominante qui mettait fortement l'accent sur les structures et le rôle des États. Le paradigme de l'interdépendance, lui, met davantage en valeur une multitude d'acteurs et la complexité des relations entre ces différents acteurs. Et donc, ce paradigme de l'interdépendance qui est aujourd'hui dominant et sur lequel repose cette éducation à la citoyenneté mondiale semble beaucoup plus adapté à notre évidente globalisation en cours aujourd'hui. Alors, il n'y a pas besoin d'étudier cette globalisation dans ses détails, on se contentera juste de partir d'un postulat de base. Nous vivons dans un monde globalisé et interconnecté. Et qui dit interconnecté dit forcément interdépendant, pour souligner donc cette idée de dépendance réciproque. Ce qui se passe chez moi a des répercussions forcément ailleurs, à l'autre bout de la planète, et inversement. C'est l'heure de gloire du fameux effet papillon. L'interdépendance met donc l'accent sur les flux, sur les réseaux, les connexions, les relations réciproques, les synergies, les jeux de partenariat possibles entre acteurs, ainsi que sur le partage d'une commune identité, d'une commune humanité. Alors que finalement, l'ancien paradigme, enfin ancien, on peut montrer qu'il est tout à fait relatif, le paradigme nord-sud sur lequel finalement reposait en grande partie la coopération au développement et singulièrement l'action des organisations non gouvernementales dans le cadre de leur éducation au développement depuis 50 ans, cet axe, ce paradigme nord-sud, lui, privilégiait plutôt une approche des relations internationales qui mettait en avant les structures culturelles, sociales, politiques, économiques au sein des sociétés des Suds et au sein des relations internationales. Et ces structures étaient souvent à l'origine de rapports de domination et d'exploitation qu'il fallait, en quelque sorte, dénoncer au nom d'une injustice insupportable. Mais Gauthier, oui, oui, désolé, il y a un petit problème apparemment avec la qualité de la traduction, donc on va changer de traductrice. Donc voilà, je voulais faire un petit signal. une pause. On va changer. Désolé, mais tu peux reprendre maintenant. Je peux Désolé. reprendre? C'est bon? Oui. Alors, plus fondamentalement encore, on ne voit pas bien en quoi finalement, au final, ces deux paradigmes sont si antinomiques. On ne voit pas surtout pourquoi les pays des Sud ne seraient plus victimes tout d'un coup de décisions politiques et économiques internationales ou de rapports de force inéquitables sur le marché mondial. En clair, ce n'est pas parce qu'on adopte le paradigme de l'interdépendance que le paradigme nord-sud doit forcément disparaître du jour au lendemain. Ces paradigmes ne sont pas antinomiques, mais plutôt quelque part complémentaires. Et la question n'est donc pas de privilégier un au détriment de l'autre, mais plutôt de voir jusqu'à quel point, finalement, ces deux paradigmes s'intègrent. Et c'est pour moi finalement le premier défi à rencontrer dans ce passage de l'ED à l'ECM. Finalement, que fait-on de l'héritage nord-sud, en quelque sorte? Le deuxième défi, je l'ai dit tout à l'heure, en glissant de l'éducation au développement à l'éducation à la citoyenneté mondiale, on pensait se débarrasser de l'encombrant concept de développement qui charrie certes des relents paternalistes, mais aussi d'innombrables critiques quant à son universalisme destructeur. Mais dans l'état actuel de l'éducation à la citoyenneté mondiale, est-on vraiment certain de ne pas substituer une projection occidentale par une autre, un universalisme destructeur par un autre? Et donc, le second défi, c'est celui d'une citoyenneté mondiale pour tous, d'un accès équitable et même égalitaire pour tous à cette citoyenneté mondiale. Ou même, le défi, c'est celui de entre guillemets, la citoyenneté mondiale. N'est-on pas face plutôt à une citoyenneté mondiale plurielle? Ce qui pourrait paraître bizarre également. On a vu que pendant très longtemps, les pratiques d'éducation au développement conduites par les acteurs du secteur on négligeait certains publics cibles pour différentes raisons. Alors, ne revit-on pas finalement cette situation avec l'ECM? Comment éviter cela?
comment étendre l'ECM le plus loin possible des frontières du monde occidental, comment cette éducation à la citoyenneté mondiale peut s'adapter en dehors de ce monde occidental, quelle place réserver aux initiatives des Suds, comment co-construire cette éducation à la citoyenneté mondiale de façon mondialisée. Voilà une série de questions qui méritent d'être posées et de leur réponse, finalement, dépendra notre capacité à dépasser le questionnement du philosophe Nigel Dower qui se demandait si nous sommes tous des citoyens globaux ou bien si certains d'entre nous seulement le sont. Donc, il est impératif que l'ECM soit appréhendé dans une approche la plus inclusive possible. Et à ce titre, pour le champ de la coopération, qu'elle soit un vecteur de décolonisation de la coopération, si on veut qu'elle soit une vraie éducation à la citoyenneté mondiale, et je souligne mondiale. Dernier défi, je terminerai par là, parce que l'heure tourne, enfin mes 20 minutes sont bientôt atteintes. Un troisième défi, le dernier pour aujourd'hui, c'est déjà suffisant. Si on veut un véritable basculement de l'ED vers l'ECM, il est nécessaire que les acteurs et défenseurs de l'éducation à la citoyenneté mondiale adoptent une vision inclusive de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Cela signifie inclure les expériences Sud, je viens d'en parler, dans les processus de construction du secteur, des activités, des enjeux, des défis à relever. Ce n'est pas une mince affaire. Ça signifie également inclure toutes les composantes du champ de l'éducation à la citoyenneté mondiale, les acteurs, les enjeux, les pédagogies, les publics cibles, des différentes éducations transformatrices qui la composent. Et cette démarche inclusive doit également favoriser le rapprochement entre la dynamique par le bas et la dynamique par le haut, afin de se renforcer mutuellement. Alors, cette démarche inclusive doit s'élaborer en cherchant finalement à découvrir et définir des fils conducteurs entre toutes les composantes de l'ECM, que ça ne soit pas uniquement sur un plan politique, le plus petit dénominateur commun qui risque de réduire l'éducation à la citoyenneté mondiale finalement à un catalogue de bonnes intentions et de déclarations bienveillantes dignes de Miss Belgique. Et sur le plan plus belgo-belge, une fois l'ouverture du champ aux différentes composantes de l'éducation à la citoyenneté mondiale, à ces différentes éducations transformatrices qui la composent, alors il s'agira de mettre en place des mécanismes de régulation du secteur, ce qui, dans notre régime fédéral bien complexe, n'est pas une mince affaire. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Très grand merci, Gauthier. Dank u wel, Gauthier. Merci, Gauthier, pour cet exposé très intéressant. J'ai regardé un peu le chat et pour l'instant, j'ai vu une question pour Catherine. Mais bon, ce n'était pas vraiment une question, c'était surtout une remarque d'une autre Catherine d'ailleurs, qui disait qu'en effet, cette contradiction entre le pluralisme et l'approche universelle, eh bien, est-ce que ce n'est pas une fausse contradiction? Il faut avoir un mix de connaissances qui est apporté par les profs et le fait que les élèves peuvent aussi avoir la liberté de lancer des recherches. Donc, je pense que là, on va plus loin que la responsabilité individuelle des profs. Alors, est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur le rôle des facilitateurs, des profs ou des écoles? Comment est-ce qu'ils peuvent gérer ce défi-là? Oui, j'ai vu la remarque dans la chat et merci d'ailleurs pour cette remarque. C'est une remarque très pertinente et ils ont dit aussi, est-ce que en fait, dans la classe, on ne parlera pas du monde d'office, on fait rentrer le monde en classe, n'est-ce pas? Tout le monde est dans la classe. Quand les gens sont touchés par le racisme, quand ils s'occupent du climat ou quand vous avez des victimes de discrimination en classe, eh bien, je pense qu'il faut mettre
les grands problèmes sociétaux peut-être entre parenthèses et il faut vraiment parler des problèmes individuels. Il ne faut pas en fait faire une scission entre nous en tant qu'individus et le monde extérieur. Non, je pense qu'il y a tout un flux et je pense que l'enseignement doit pouvoir gérer cela pour que ces propres expériences des élèves soient traitées, qu'ils puissent essayer de trouver des solutions eux-mêmes, même s'il y a des problèmes émotionnels ou même existentiels. C'est vrai, nous avons maintenant une jeune génération qui regarde des défis énormes. Alors, qu'est-ce que l'enseignement peut faire? Eh bien, je pense qu'il y a pas mal à faire. Il y a beaucoup de recherches de Marie Auréala, par exemple. C'est une psychologue qui a fait des recherches sur la crainte des jeunes. Et elle dit que les jeunes ont vraiment peur pour l'avenir. Sur les congrès, on dit, bon, il faut appliquer le mindfulness, il faut rassurer les jeunes. Mais je pense que de l'autre côté, il y a d'autres manières. Pourquoi pas travailler avec des climats littéraires sur le climat, par exemple. Et là, les étudiants vont lire un texte littéraire, mais le texte s'agit des problèmes. Et donc, je pense que certaines personnes vont comprendre d'un côté des textes théoriques sur, par exemple, la justice climatologique, par exemple. Pourquoi pas étudier ce genre de texte et puis regarder ce que ça fait avec les jeunes pour que les jeunes puissent réfléchir là-dessus, pour parler de leur propre expérience, de leurs propres craintes. Je pense qu'il faut rechercher ce genre de choses. Donc, à partir de l'école, à partir des différents cours que l'on donne, comment est-ce qu'on peut intégrer la vie des jeunes dans tous ces textes, dans tous ces cours, pour que les jeunes qui ont bien sûr des questions sur ce qui se passe dans le monde, eh bien, il faut qu'on leur donne une manière de travailler avec toutes ces questions. Je ne sais pas si c'était une réponse à votre question. Oui, je pense bien. Je pense bien, quand les élèves rentrent en classe, le monde ne s'arrête pas. Ils prennent leur monde au sein de la classe et ils veulent parler de leurs soucis. Il y a une question pour Gauthier. Gauthier, quelle est la différence entre ECM, ECMS et éducation permanente? Et alors, il y a une question en français pour Catherine, je pense qu'elle est traduite. Comment permettre davantage aux élèves de participer? Comment équilibrer leurs apports et l'expérience des plus anciens? Peut-être Gauthier d'abord? Oui, on dirait presque une question d'examen. Hein. C'est quoi la différence entre CM et CMS et éducation permanente? C'est justement la question que je pose ici, c'est qu'il va falloir arriver à cerner. Il ne suffit pas de dire on passe de l'éducation au développement à l'éducation à la citoyenneté mondiale pour dire que tout est réglé. Il faut justement, je crois qu'on est en phase de construction d'un nouveau secteur, d'un nouveau champ. Déjà, l'opposition, pas l'opposition, la différenciation entre le CM et le CMS, je n'ai pas envie de parler au nom des ONG, mais l'ajout du S, c'est une manière aussi de se démarquer d'une approche, de cette approche institutionnelle par le haut dont je parlais tout à l'heure, qui finalement est une approche beaucoup plus individualiste basée sur les comportements individuels et qui charrie un discours aussi de responsabilité individuelle qu'on rencontre souvent dans les institutions internationales. Donc, l'idée de rajouter un S pour se montrer encore plus solidaire, et je pense que d'autres responsables d'ONG viendront clarifier mon propos. Maintenant, par rapport à l'éducation permanente, tous les organismes d'éducation permanente ne font pas nécessairement de l'ECM, dans le sens où on n'est pas nécessairement, toutes ne sont pas portées vers une interpellation, un changement d'attitude par rapport à un horizon qui est le monde dans sa globalité et ces interconnexions dont je parlais.
Mais ça fait partie de l'enjeu au cours des prochaines années de clarifier cet espace de l'éducation à la citoyenneté mondiale aujourd'hui. C'est un peu pour moi comme si on était face à une enveloppe qui devait, avec quelques indications, mais qui devait continuer à se remplir et se structurer, un secteur qui est appelé à se construire avec toutes les difficultés que cela implique, parce que pendant que l'éducation permanente, sur le plan même belgo-belge, pendant que l'éducation permanente est régulée par les communautés, on a une éducation au développement qui est régulée par le fédéral. Donc, ça fait partie des enjeux aujourd'hui de clarifier les limites de l'espace de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Et Catherine, je pense que la question a été traduite. Hein. Kunt u dus misschien nog eens herhalen, want ik heb nog eens een tijd verschillende stemmen door elkaar gehoord. Can you repeat the question, Cécile, en français? Oui. Comment permettre davantage aux élèves de participer? Comment équilibrer le rapport avec l'expérience des plus anciens? Ja, dank u wel voor die vraag. Dat is, Merci pour cette question. C'est une question très intéressante. Et avant de vous donner des exemples concrets, j'aimerais bien vous parler d'un concept théorique qui ont été développés par Geert Bista. Et il fait la différence entre la citoyenneté en tant que résultat et la citoyenneté en tant que pratique. Donc, une éducation à la citoyenneté en tant que résultat. Là, on prépare les élèves pour pouvoir jouer leur rôle en tant que citoyens plus tard. Donc, on va les socialiser, qualifier pour qu'ils jouent ce rôle plus tard. Et dans son texte, il dit qu'il faut changer la vision sur l'éducation à la citoyenneté. Il faut en fait donner l'opportunité aux élèves de déjà jouer un rôle aujourd'hui en tant que citoyen. Et là, le tout change. Et donc, ils disent il faut en fait ne pas les préparer pour plus tard. Non, il faut les faire agir aujourd'hui, maintenant, avec des problèmes locaux. Et c'est aussi ce qu'on essaye de faire avec cette dynamique Lorette. On lance donc des défis, des vrais problèmes au niveau local et on demande aux élèves, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez maintenant, à l'école, chercher des solutions. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent faire plus tard quand ils veulent. Non, non, maintenant. Très souvent, on fait des discussions, on dit est-ce qu'on peut attendre des élèves qu'ils font certaines choses, qu'ils se rendent plus actifs dans la société? Eh bien, je pense que quand on veut donner un enseignement démocratique, on ne peut pas exiger qu'ils se comportent d'une manière ou d'une autre, mais vous pouvez quand même les pousser à réfléchir sur certaines choses, des choses que vous trouvez importantes. Par exemple, si vous dites, et voilà, il y a un certain problème, maintenant, hein, pas un problème qu'ils vont rencontrer plus tard. Non, vous faites déjà un exercice, un problème qu'on rencontre aujourd'hui. Eh bien, moi, en tant que prof, je trouve que ça vaut la peine d'y prêter de l'attention. Eh bien, je pense que vous pouvez amener vos élèves à réfléchir là-dessus, à agir à ce moment-là. Et très souvent, les profs me posent la question, vous pensez pas que c'est trop idéologique? On peut quand même pas les forcer à faire ceci ou à faire cela. Mais bon, je pense que l'éducation est toujours reliée à des valeurs, n'est-ce pas? Dans tout, il y a une souche idéologique et c'est peut-être bizarre qu'on pose la question quand on parle de la durabilité, de la citoyenneté mondiale. Tout à coup, on commence à réfléchir, est-ce qu'on peut les pousser? Mais on ne se pose jamais la question si les gens ont vraiment besoin de grammaire française ou de cours de géographie.
personne ne se pose la question, est-ce qu'on peut les obliger à étudier cela? Non, ils doivent le faire, point final. Et je pense que pour l'éducation à la citoyenneté mondiale, c'est la même chose. On peut mettre ces choses dans le cours et bon, il faut susciter l'intérêt, bien sûr, hein, il faut parler aux élèves, mais il ne faut pas réfléchir à leur place. Il ne faut pas déterminer à leur place comment ils devront se comporter plus tard et il ne faut pas essayer de les instrumentaliser. Maintenant, il y a des écoles qui travaillent donc avec cette méthodologie de Lorette de 2 ans et demi jusqu'à 18 ans. On travaille aussi avec des étudiants universitaires et bon, il n'y a pas de solution tout prête, mais travailler avec les étudiants et de leur poser la question, c'est quoi un problème que l'on rencontre ici à l'école ou que l'on rencontre ici à l'école et comment on pourrait essayer de résoudre cela. Et donc, on a déjà certains projets comme ça. On a maintenant une banque de données où on regarde donc tous les plans Lorette de la Belgique, mais aussi de la Finlande, de Suède, de l'Italie. Et donc, bientôt, on va avoir tout un forum où on peut donc partager les expériences d'autres pays pour que les profs s'inspirent de tout ce que les autres ont déjà fait. Merci Catherine. J'ai 2 questions pour Gauthier. La première rejoint ce dont tu as parlé sur la pluralité de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on peut réellement faire de l'ECM de la même manière où qu'on soit dans le monde? Est-ce que ce n'est pas nécessaire en fait qu'il existe différents ECM en fonction du contexte? Et la deuxième question, sensibilisation, conscientisation, engagement, mobilisation en termes de continuum pédagogique, reste-t-il une bonne base de structuration pour l'ECM? Oui, pour la première question, j'ai bien insisté là-dessus, sur le deuxième défi, qui est celui de l'inclusion de points de vue différents, d'approches différentes, d'ouverture au non-Occident. C'est-à-dire que l'enjeu, si on veut vraiment une éducation à la citoyenneté mondiale, c'est qu'il faut qu'elle soit mondiale. Et donc, ça doit passer forcément par réellement une co-construction, une ouverture à des expériences. Alors, la question, c'est comment s'y prendre. Ça fait partie des chantiers de travail à mettre en place. Ne serait-ce déjà que finalement en tenant compte des discours, des points de vue et en évitant de prendre le Sud pour un terrain de jeu ou uniquement et un lieu juste d'expérimentation pour à l'ouverture à la culture uniquement pour nos têtes blondes, entre guillemets. Ça veut dire donner vraiment de la place. On parle pour le moment de relocaliser l'aide humanitaire. On parle d'ouverture, enfin depuis longtemps dans le champ de la coopération, de l'ouverture aux organisations de la société civile du Sud, de partenariat, c'est l'occasion. Il n'y a pas de raison que l'ECM ne soit pas touché par cet aspect-là des choses. Je parlais de décolonisation. Il n'y a pas de raison que l'ECM ne soit pas touché aussi par cet enjeu. Et alors, quant au fameux continuum qui est ressassé et qui sert un peu de guidelines, c'est de ligne de conduite, la plupart des actions. Moi, j'ai envie de dire, je ne suis pas du tout spécialiste pédagogique. La question, c'est est-ce que c'est un modèle qui est toujours valable? S'il est toujours valable, est-ce qu'il n'est pas orienté par notre fonctionnement, par exemple, de notre système démocratique à nous, de notre système pédagogique à nous, justement, donc histoire de relier avec ce que je viens de dire dans la partie précédente. Donc, voilà, je pense que si on ouvre, et pour reprendre la question qui avait été posée aussi préalablement sur éducation permanente, CM, CMS, peut-être c'est l'occasion d'ouvrir les schémas, de retravailler ces schémas et ce qui nous semble évident dans le D, et de retravailler ces approches-là. Voilà.
Dank u wel. Ik heb ook nog een vraag voor Katrien binnengekregen. Merci. Encore une autre question pour Catherine. Laurence de Japo se pose la question qu'en tant que profil à la universitaire, bon, vous avez bien sûr une vision académique, vous travaillez au niveau international. Il y a certaines attentes quand même au niveau du gouvernement, au niveau de la communauté internationale, l'agenda 2030 et l'UNESCO en fait a deux visages et l'agenda 2030 est par définition normatif. Est-ce que vous avez encore des astuces parce que bon, les écoles ont bien sûr aussi un projet pédagogique et comment donc intégrer tout cela. Donc dans la pratique, il y a différents cadres de valeurs qui rentrent en contact et donc pour des ONG, ça rend les choses très compliquées. Est-ce que vous pouvez en toucher un mot? Oui, c'est une remarque très pertinente, une fois de plus. C'est vrai qu'il y a différentes perspectives, différents intérêts et c'est un défi à les gérer. Il y a aussi des projets européens et là, on se pose aussi cette question. Hein, on appelle cela le open schooling. Donc, comment les écoles peuvent travailler ensemble avec des ONG? Quel est le rôle des profs, par exemple? Parce que les profs sont quand même responsables de la tâche éducative de l'école. Et quel est leur rôle à jouer envers les partenaires extérieurs et aussi dans les autres écoles, on veut vraiment commencer avec le challenge-based teaching. Et donc, quand, par exemple, le gouvernement, des ONG, des entreprises qui sont parfois activistes, parfois commerciales, posent des questions à la haute école. Vous ne pourriez pas nous aider avec ceci ou cela? Hein? Et donc, peut-être, ils veulent que les écoles deviennent plus productives et donc, on leur pose beaucoup de questions. Et donc, là, il faut savoir ce qu'on fait. D'un côté, il faut faire de sorte que ce rôle pédagogique reste auprès des profs, bien sûr. Je pense que ça, c'est très important. Et je pense que si les profs sont ici, dans cette réunion-là, je pense qu'ils vont être d'accord. Hein. On met plein de choses dans leur panier. Ils doivent faire le tout. En plus, ils doivent faire réaliser tous les objectifs. Ils doivent faire énormément d'administration. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de profs qui voudraient juste, en fait, donner la priorité à leurs tâches pédagogiques. Ils sont là parce qu'ils aiment donner cours. Ils veulent accompagner leurs élèves. Et donc, il faut que le volet pédagogique reste entre les mains des profs et qu'on reconnaît leur expertise et que eux, ils peuvent gérer le processus. Et bien sûr, vous pouvez regarder si vous pouvez collaborer avec d'autres acteurs en dehors de l'école. Mais il faut que ça soit utile pour les élèves aussi, pas seulement pour ces acteurs extérieurs, comme les entreprises, par exemple. J'aimerais bien référer à Maarten de Leyen. C'est un étudiant qui regarde quel est le rôle de l'université dans la question de la durabilité de la société. Et donc, lui, il a dit clairement dans son article qu'est-ce que l'université peut faire, qu'est-ce que le monde de l'enseignement peut faire pour améliorer le développement durable. Donc, il s'est posé cette question, hein, au nom de la durabilité, on demande certaines choses à l'éducation. Et donc, il dit il ne faut pas seulement poser cette question, il faut juste regarder l'autre côté. Qu'est-ce que l'université, qu'est-ce qu'une école peut offrir que ça soit spécifique à l'école. Et donc, je pense que cela a à voir avec créer en fait cet espace et le temps pour
étudier les choses, de regarder les choses avec un peu plus de distance et donner l'opportunité aux élèves d'étudier eux-mêmes certains problèmes et donc de ne pas avoir cours de 8 heures jusqu'à 4 heures, mais de pouvoir s'échapper de temps en temps aussi et de rester dans cet espace libre pour réfléchir. Et je pense qu'il puisse arriver à des constatations beaucoup plus saines et intelligentes même parfois. Et donc, je pense que dans nos recherches, on est en train de vérifier ce qui existe déjà à ce niveau, mais je pense que c'est une question pertinente et les profs ont dur, hein, et ils savent plus quel est leur rôle exactement parce que bon, il faut qu'ils soient participatifs, ils veulent donner une voix aux ONG, une voix aux acteurs locaux, mais je pense que les profs aussi méritent en fait notre confiance, méritent plus notre confiance pour qu'ils puissent eux-mêmes former des processus éducatifs et que nous devons en fait leur donner des solutions pratiques. Vous devez en fait chercher une collaboration qui est utile pour les élèves, pour les profs et pour ses partenaires extérieurs. Et bon, c'est vrai, l'aspect normatif est toujours là, l'aspect idéologique est toujours là. Mais moi, je pense que l'éducation n'est jamais neutre. Et donc, je pense que quand on rend cela visible, tout le monde va être plus conscient de ce fait. Je peux enchaîner avec une question pour Catherine en français. Qui va dans la même idée. Est-ce que vous avez voulu dire que les cours sont en fait des instruments politiques très puissants, mais que s'ils sont d'emblée présentés comme des instruments politiques, ils peuvent devenir dangereux ou ennuyeux? Est-ce que ça ne montre pas un mauvais côté de la pédagogie? Est-ce qu'on ne deviennent-ils pas des espaces où l'on consigne ces prises de position? Et la deuxième question pour Catherine en français. Mara qui dit « Je trouve très pertinent le parallèle entre l'ECM et la géographie. Pourquoi en géographie, on ne se pose pas la question de l'engagement ou de la neutralité? Mais pourquoi en ECM, plus qu'en géographie ou dans d'autres disciplines, devrait-on mettre l'accent sur l'expérience, bannir les réponses toutes faites, etc. Cette démarche devrait valoir pour toutes les disciplines. » Wauw, moeilijke vragen. Question difficile. Première question. Je pense que l'éducation est toujours politique, dans un sens ou d'un autre. Je pense que l'éducation rend toujours des valeurs quand on parle d'un atome, par exemple, et quand on explique cela, eh bien, peut-être vous pouvez dire qu'on qualifie seulement certaines choses, on leur donne des connaissances qu'ils peuvent utiliser par après. Mais mon collègue en Suède, il a parlé d'un certain concept. Il a dit, voilà, avec chaque contenu qu'on donne aux élèves, vous donnez aussi un apprentissage complémentaire. Ce modèle d'atome, par exemple, quand vous expliquez cela, vous expliquez aussi cette vision positiviste et je pense que on ne reçoit pas seulement la connaissance sur les atomes ou sur le classicisme ou le néoclassicisme, mais on parle aussi des images derrière tout cela. Et je pense qu'en fait, une vision sur le monde n'est jamais neutre. Donc, on ne donne pas seulement le contenu, mais on essaye aussi de socialiser. Donc, n'importe ce qu'on donne comme cours, ce n'est jamais neutre. Ce n'est jamais neutre. Et est-ce que tous les cours sont politiques? Bon, je pense que pour l'éducation de la citoyenneté mondiale ou l'éducation durable, je pense que là, le pourcentage politique est peut-être plus élevé et que peut-être cette dimension est plus importante
inclusion, exclusion, c'est vrai, c'est un grand défi. Et le livre que je vous ai montré dans ma présentation, le livre qu'on a écrit ensemble avec 2 collègues, parle en fait des défis politiques et éthiques qui ont à voir avec cette éducation durable, parce que c'est vrai, ça a très souvent à voir avec des émotions. Et comment est-ce qu'on va gérer ces émotions? Et un message n'est jamais neutre. Il faut toujours aussi vous poser la question en tant que prof, d'accord, quelle est ma position? Comment est-ce que je peux faire de sorte que les élèves puissent gérer ce message? Et je pense que nous devons aussi en fait faire de sorte que les jeunes reçoivent une formation politique ici. Je pense que l'éducation ne peut pas être une indoctrination, bien sûr, hein, ça, c'est pas le but. Les écoles ne sont pas là non plus pour avoir un groupe cible facile pour gagner gain de cause en tant que parti politique, par exemple. Ce n'est pas le but. Mais tout est politique, je dirais. Et donc, je pense que c'est très important pour les profs de bien pouvoir gérer cet aspect politique. Et donc, on voit que beaucoup de gens dans la pratique se posent la question, est-ce que je peux donner mon opinion à moi? Est-ce que je peux clarifier mon opinion à moi? Eh bien, oui, moi, je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire, mais il faut le faire prudemment. Il faut toujours parler du contexte. Il faut parler des autres opinions aussi. Et puis, le lien avec la géographie, hein, qu'on ne remet pas cela en cause. Eh bien, moi, je pense que quand on parle de la citoyenneté mondiale, quand on parle de la durabilité sur ce genre de thèmes mondiaux, eh bien, je pense qu'ils ont tellement de dimensions, tellement de perspectives différentes. Et donc, je pense que vous devez en fait travailler avec différentes disciplines ensemble. Laurette, l'approche Laurette avec laquelle on travaille maintenant, c'est qu'on met quelque chose sur la table, un certain cadre, cela a toujours à voir avec la durabilité, et puis on essaye donc d'inviter différents profs qui donnent différents cours, et on leur demande, voilà, est-ce que dans ce problème que nous avons mis sur la table, est-ce que vous avez quelque chose dans votre cours qui peut correspondre à tout cela? Et c'est vrai, beaucoup de profs disent oui, en effet, et donc les cours de géographie ont certainement à voir avec cela, mais aussi les profs de langue, par exemple, mais aussi les profs de religion. Et il ne s'agit pas seulement des connaissances, mais aussi comment est-ce qu'on arrive à gérer des conflits, comment est-ce qu'on arrive à débattre, comment est-ce qu'on construit un argument. Et donc, je pense qu'en fait, tous les cours peuvent travailler sur ces défis. Dans les cours de langue, par exemple, hein, je vous ai dit déjà que vous pouvez peut-être lire un texte sur le climat. Et donc, ils vont pas seulement lire le texte, mais ils vont réfléchir aussi sur un problème mondial. Et donc, je pense que c'est vrai, tous les profs pourraient travailler ensemble. Bien sûr, ils donnent leurs propres cours, mais ils peuvent se mettre d'accord sur un problème dont ils vont tous parler. Il y a des profs de religion qui disent oui, d'accord, mais tout ce qui n'a pas de place dans les autres cours, nous devons le faire. Et donc, je pense que, bon, du côté institutionnel, structurel, ils devront encore changer pas mal de choses. Je pense que certains aspects sont un peu oubliés aussi, hein. Je pense que vous pouvez parler d'un certain problème, on parle toujours des causes, des conséquences, mais de l'autre côté, dans tous les plans pédagogiques, on ne parle pas des stratégies pour arriver à des changements, par exemple. Eh bien, ça serait quelque chose qu'on pourrait faire tous ensemble. Hein, qu'on dit, voilà, on va essayer de parler des stratégies pour arriver à un vrai changement. Et je pense que pendant certaines semaines, tous les profs pourraient parler de ça dans leurs cours. Merci Catherine. Du côté néerlandophone,
J'ai vu encore une question plus pratique de Freya. Elle se pose la question si elle peut avoir plus d'infos sur ces textes littéraires, sur le changement climatologique. Vous avez dit pourquoi pas lire ce genre de texte en néerlandais. Bah, écoute, pour l'instant, ces textes sont encore nulle part. Mais bientôt, je pense pour la fin du mois d'avril, on va donc donner tout cela au département de l'enseignement. Et dès que donc, le ministre de l'enseignement flamand va donner le feu vert, on va pouvoir vous fournir tous ces textes. Donc, j'espère plus tard cette année. Kevin, do you still have one question? Or... Nee, ik heb denk ik alle Nederlandse... Non, je pense que nous avons parcouru toutes les questions. Je ne sais pas si du côté francophone, il y a encore des questions. Alors, on peut finir avec une question pour Gauthier et puis on clôturera parce qu'on a déjà beaucoup dépassé. Gauthier, est-ce que la mobilisation des jeunes en faveur du climat, Youth for Climate, n'est pas une autre forme d'investissement de l'espace public face aux enjeux de l'ECM? Oui, oui, mais j'ai un peu répondu aussi dans mon intervention, c'est que ça ne date pas d'hier, mais on a toujours eu à côté de l'ECM ou de l'éducation au développement ou des capacités d'interpellation des acteurs plus classiques comme les ONG, on a toujours eu des mobilisations collectives, d'interpellation. Ce qui peut-être nous a frappé ce coup-ci, c'est la jeunesse. Mais tout ça pour dire qu'à côté de l'action menée par des opérateurs qui sont déjà installés dans le champ, il faut faire attention aujourd'hui, là c'est plutôt l'analyste des sociétés civiles qui parle, il faut faire attention à l'émergence de nouvelles mobilisations, de nouveaux acteurs qui apparaissent, qui ne sont pas nécessairement reconnus, institués, qui se structurent dans l'action. On sent des nouvelles choses qui apparaissent pour le moment. Alors, on a eu la crise du Covid qui est venue un petit peu court-circuiter tout ça. Mais avant cela, c'était un des enjeux importants, me semble-t-il, du fonctionnement de nos démocraties, c'est la capacité à comprendre qu'il y a des choses qui sont en train de se faire en dehors de la société civile instituée. Ces acteurs non institués ou non encore complètement reconnus ont une capacité aussi d'interpellation. Et ça participe pour moi aussi du secteur, donc il faut les interroger, il faut les étudier. Et ça fait partie justement du défi de l'inclusivité de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Je voyais sur le chat une question autour de la place de la diaspora, des migrants. Ça fait aussi partie de la question de l'inclusion, bien entendu, de l'éducation à la citoyenneté mondiale. J'ai parlé tout à l'heure des IPSI, des Initiatives populaires de solidarité internationale. L'étude que nous avions menée à l'Université de Liège montrait qu'il y avait un sous-investissement de la part des IPSIeurs quant à leur rôle, leur compréhension de rôle comme acteurs d'éducation au développement ou éducation à la citoyenneté mondiale. Peut-être que, ces acteurs n'ont pas toujours conscience du rôle qu'ils peuvent jouer, et de deux, peut-être qu'ils n'ont pas les outils aussi suffisants pour intervenir comme acteurs dans ce domaine. Et ça fait partie aussi des chantiers de la future éducation à la citoyenneté mondiale, me semble-t-il. Dankjewel, Gauthier, voor dat antwoord. Ik denk dat we hierbij kunnen afronden. Ik wil natuurlijk iedereen bedanken om aanwezig te zijn en voor de interessante vragen en het debat. Je pense que nous pouvons clôturer. Donc, j'aimerais bien vous remercier pour votre attention. Je pense qu'avec ce magazine, avec ce webinaire, on a essayé de faire le pont. Je pense qu'on a réussi un petit peu. J'aimerais bien remercier nos orateurs pour aujourd'hui, pour leur article dans notre magazine. C'était très enrichissant et donc j'aimerais bien vous revoir une prochaine fois. Merci à tout le monde et au revoir.